Une baisse des naissances jamais vue depuis la fin des années 70, c'est le constat d'un nouveau rapport sur la natalité en France publié ce jeudi par l'INSEE. Alors, est-on en train d'assister à un baby crash? Pourquoi est-ce que ça inquiète le gouvernement? Mais pourquoi est-ce que ça dit aussi certaines choses sur l'évolution de la société? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. 677 800 bébés sont nés en France en 2023. C'est une baisse de 6,6% par rapport à 2022. Et surtout, c'est un chiffre historiquement bas. Il n'y avait pas eu aussi peu de naissances en un an depuis 1944. 1944, évidemment, on était encore en période de guerre. Et ce que l'on peut noter aussi dans l'histoire, c'est que ça vient juste avant la période ensuite du baby boom. Cette période d'une vingtaine d'années après la fin de la guerre où la natalité a absolument explosé. C'est d'ailleurs de là que vient le mot boomer qui correspond aux personnes nées durant cette vague. Et plus globalement, pour vous donner une idée, il faut comprendre que le niveau des naissances de 2023, l'an dernier donc, il correspond aux périodes plus ou moins des guerres mondiales et donc des guerres en France. On parle de chiffres comparables aux périodes allant de 1915 à 1919 et des périodes allant de 1936 à 1945. Quelques éléments additionnels avant d'analyser ensuite tout ça. On peut noter que cette baisse de la natalité, elle touche toutes les tranches d'âge de femmes et y compris les 35-39 ans et les plus de 40 ans qui n'étaient pas touchés par cette baisse de la natalité depuis 2010. D'ailleurs, au contraire, on peut noter que les naissances, elles augmentaient jusque-là sur cette tranche d'âge et là donc, elles commencent à baisser. Et la baisse la plus importante, elle s'observe chez les 30-34 ans avec un recul de près de 8,6%. Et dernier élément que l'on peut noter, cette baisse de naissance, elle touche aussi désormais les zones rurales, donc en dehors des villes. C'est des zones qui jusqu'ici étaient relativement épargnées par cette baisse des naissances. Bon, et ça je pense que vous le savez, mais la France n'est pas du tout le seul pays concerné par une baisse de la natalité. Il y a une baisse à l'échelle de l'Union européenne, il y a une baisse dans plein de pays développés et notamment en Corée du Sud. Vous l'aviez peut-être vu il y a quelques mois, on avait fait un mini documentaire sur le sujet. On était parti en Corée du Sud pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Corée du Sud était le pays avec le moins d'enfants par femme au monde. C'était passionnant à suivre et à essayer de comprendre. Et je vous mets le lien en description pour découvrir tout ça. C'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Bon, mais alors comment expliquer cette baisse des naissances? On va passer en revue plusieurs raisons, même si évidemment elles sont multiples. La première raison qui revient très souvent, c'est la question du coût financier, surtout avec l'inflation, donc la hausse générale des prix. Élever un enfant, ça coûte de plus en plus cher. Vous le savez évidemment, c'est un budget de nourriture, de vêtements qui doivent être renouvelés régulièrement, de frais de scolarité ensuite, de fournitures scolaires, bref, tout un tas de coûts qui viennent s'accumuler. Et puis il y a aussi la question du logement. Forcément, avoir un enfant, ça peut nécessiter éventuellement d'avoir plus de place et donc un appartement par exemple plus grand. Or, on sait notamment dans les grandes villes qu'il y a un enjeu très important sur les prix du loyer ou les prix à l'achat. Ça rend donc le fait d'avoir un enfant particulièrement difficile, surtout lorsque l'on sait aussi qu'en parallèle, les inégalités entre les femmes et les hommes au sein de couples dans la répartition des tâches ou de l'éducation peut aussi dans certains cas accentuer des difficultés. Autre raison qu'on peut noter, selon certains, c'est l'inquiétude face au monde qui nous entoure, notamment face au réchauffement climatique, face au contexte géopolitique qui peut amener certaines personnes à revoir leurs projets d'enfant. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est que plus largement, pour de plus en plus de personnes, le fait d'avoir un enfant n'est pas forcément un passage obligé en quelque sorte. C'est ce que nous avait dit d'ailleurs certains jeunes qu'on avait interrogés il y a quelques mois en Corée du Sud. Il y a de plus en plus de femmes qui refusent cette injonction de la société ou de politique à avoir à tout prix des enfants et ils voient leur épanouissement possible autrement. Alors avant de voir les solutions qui sont avancées par le gouvernement, ce qu'on peut noter c'est que il y a des conséquences qu'on peut tout de même noter sur l'économie. La première conséquence, c'est un vieillissement de la population. Forcément, s'il y a une réduction du nombre de jeunes, ça entraîne une hausse de la proportion de personnes âgées et il y a donc un déséquilibre qui peut se créer avec une pression sur les systèmes de santé et les systèmes des retraites qui sont financés par les personnes qui travaillent, sauf que s'il y a moins de personnes qui travaillent, ça peut poser un enjeu. Donc, il y a forcément un impact d'un point de vue économique et puis il y a un chiffre important à retenir, c'est celui de 2,1, c'est le taux de fécondité, donc le nombre d'enfants par femme qui est censé assurer le remplacement des générations. Or, en France, on est à 1,79 aujourd'hui selon la Banque mondiale, donc on est en dessous de ce taux-là. Ça peut donc entraîner à long terme une diminution de la population totale, même si évidemment il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu, par exemple la question de l'immigration, mais donc c'est quand même quelque chose qui est observé aujourd'hui par les politiques. Mais alors, que veut mettre en place le gouvernement en France pour lutter contre cette baisse de la natalité et pourquoi est-ce que ça fait autant de débat? Alors, on en avait pas mal parlé en début d'année. Emmanuel Macron avait parlé d'une idée de réarmement démographique pour relancer la natalité en France, des propos qui avaient vivement fait débat. Et si on rentre plus dans le détail, le gouvernement prévoit en fait deux mesures majeures. La première, c'est un grand plan de lutte contre l'infertilité, des examens médicaux comme le spermogramme pour les hommes et des bilans gynécologiques
agroécologiques pour les femmes dès l'âge de 25 ans seront généralisés et remboursés par la sécurité sociale. L'objectif, c'est donc de sensibiliser à la question de la fertilité et d'accompagner les couples qui souhaiteraient avoir des enfants. Mais la deuxième mesure qui fait véritablement débat, c'est le remplacement du congé parental à partir d'août 2025, qui va être remplacé par ce qui est appelé un congé de naissance. Alors on va essayer de résumer comment ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un congé maternité pour les femmes qui est de 16 semaines et il y a un congé paternité de 28 jours pour les hommes. Ça, a priori, ça ne devrait pas changer. Et ce que le gouvernement veut modifier, c'est l'actuel congé parental qui peut durer jusqu'à 3 ans maximum et c'est un congé parental aujourd'hui qui est assez peu indemnisé. L'idée du gouvernement, c'est donc de transformer ce congé parental de 3 ans mais peu indemnisé par un congé de naissance qui est plus court. On parle d'un congé de naissance de 6 mois et qui est accessible à la fois aux mères et aux pères. Donc plus précisément 3 mois pour la mère et 3 mois pour le père. Les parents qui le prennent seraient indemnisés à hauteur de 50% de leur salaire jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Donc en gros, ça fait 1 900 € maximum. Et en faisant ça, le gouvernement veut permettre aux parents de rester auprès de leur enfant tout en conservant un soutien financier basé sur leur salaire pendant cette période donc du congé parental. Bon, mais je vous passe les détails. C'est une mesure qui est vivement critiquée car, je le disais, le congé parental actuel, il peut durer jusqu'à 3 ans, ce qui permet dans certains cas, selon les situations, mais une sorte de flexibilité pour les familles. Et donc, la réduction à 6 mois au total est perçue comme une limitation. Et puis, certains craignent que cette réforme ne prenne pas en compte les besoins des familles qui n'ont pas de solution alternative de garde, comme par exemple des crèches. Bref, critiqué par certains, salué par d'autres. Ce qui est sûr, c'est que ça va faire débat dans les prochaines semaines. On verra donc si une telle mesure est adoptée. Et si jamais vous voulez en savoir plus, encore une fois, sur ce sujet, rendez-vous sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous mets le lien directement en description pour vous abonner. On a publié donc un mini documentaire sur ce sujet-là en Corée du Sud. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info en France et plus précisément dans le département d'outre-mer de la Guadeloupe où une épidémie de dengue a été déclarée. La dengue, c'est une infection virale transmise par des moustiques. Elle peut provoquer de fortes fièvres, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête ou encore des éruptions cutanées. Dans les cas les plus graves, elle peut entraîner des saignements et des complications mortelles. Il n'existe pas de traitement spécifique, mais seulement un vaccin préventif. Concrètement, fin octobre, 540 cas hebdomadaires de dengue ont été enregistrés selon les chiffres relevés en médecine de ville, soit plus du double qu'en septembre. Surtout que cette recrudescence de cas de dengue est liée au DenV3, un sérotype du virus de la dengue qui a des caractéristiques qui font craindre aux autorités des risques de formes graves et une multiplication du nombre de cas. L'une des priorités pour l'instant est de lutter contre les eaux stagnantes qui permettent aux larves de moustiques de se développer. On continuera de vous informer sur le sujet. Deuxième actu au Liban. 40 personnes ont été tuées ce jeudi au Liban dans des attaques de l'armée israélienne selon le ministère de la Santé libanais et des secouristes. L'armée israélienne déclare avoir visé des fiefs du Hezbollah, ce parti et groupe armé libanais allié du Hamas, dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale du Liban, et la ville de Baalbek dans l'est. Parmi les personnes décédées, des femmes et des membres de la défense civile, institution publique chargée de la gestion des urgences et des catastrophes. Par ailleurs, près de 100 000 logements ont été endommagés au Liban depuis 1 an à cause du conflit entre l'armée israélienne et le Hezbollah, selon une estimation publiée jeudi par la Banque mondiale. Les pertes économiques s'élèvent quant à elles à 5,1 milliards de dollars. En tout cas, les États-Unis ont exprimé leur préoccupation au sujet des frappes à Beyrouth et ont soumis un projet de trêve au Parlement libanais. Toujours concernant le Proche-Orient, le Hamas a annoncé ce vendredi à l'AFP être prêt à un cessez-le-feu avec l'armée israélienne à Gaza dans le cas où une proposition serait faite. Ils ont appelé le futur président américain Donald Trump à faire pression sur le gouvernement israélien pour cesser les opérations militaires à Gaza. On verra ce qu'il en est. Troisième actu, aux États-Unis cette fois-ci, et ça concerne les nominations de Donald Trump pour son futur gouvernement. Alors on en a déjà parlé en début de semaine, il va notamment confier un poste de ministre à Elon Musk et en l'occurrence, on a appris ce jeudi qu'il comptait nommer Robert F. Kennedy Jr. au poste de ministre de la Santé. Il s'agit d'un avocat, écrivain et militant environnemental et c'est aussi le neveu de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy. Mais il est surtout connu pour relayer des théories qui ne sont pas basées sur des faits vérifiés, notamment scientifiquement. Il avait notamment fait un lien entre vaccination des enfants et développement de l'autisme ou encore affirmé que le Covid-19 avait été propagé pour mettre en place un état totalitaire. Il avait aussi affirmé que le VIH n'était pas le virus responsable du sida, à rebours des travaux scientifiques. Il avait aussi tenu des propos très polémiques, déclarant que la situation des Américains non vaccinés était pire que celle d'Anne Frank, adolescente juive contrainte de se cacher du régime nazi. Il s'en était par la suite excusé. Une fois au ministère, Robert Kennedy Jr. a déclaré vouloir mettre un terme aux maladies chroniques comme l'obésité, baisser le prix de certains médicaments ou encore s'attaquer aux pesticides qui
peuvent entraîner des problèmes de santé. Cependant, c'est important de préciser qu'il a récemment déclaré en interview qu'il ne retirerait les vaccins de personne et qu'il ferait en sorte que les Américains soient bien informés sur la question. Quatrième actu, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné une production massive de drones explosifs le plus tôt possible pour les forces armées de la Corée du Nord. L'information vient de KCNA, l'organe de presse gouvernemental nord-coréen. Ces drones fonctionnent comme des missiles guidés et sont conçus pour atterrir directement et volontairement sur des cibles ennemies. Cette demande de fabrication à grande échelle a d'ailleurs eu lieu après un test de ces armes qui ont touché leur cible avec précision selon KCNA. D'après Kim Jong-un, ces drones sont faciles à utiliser car ils ne sont pas coûteux à produire et utilisables dans de nombreux domaines. Des experts, relayés par plusieurs médias, affirment que la Corée du Nord pourrait avoir obtenu cette technologie auprès de la Russie et aurait conçu ces missiles dans le cadre de leur rapprochement politique. Le pays n'a pas réagi. Cinquième actu, et c'est une affaire qui fait de plus en plus parler sur les réseaux sociaux. Un jeune homme de 19 ans a été percuté par un RER ce jeudi en milieu de journée à Nanterre, en région parisienne. Il est gravement blessé, mais sa vie n'est pas en danger, selon le parquet de Nanterre. Dans un communiqué qui a depuis été supprimé, la RATP affirme que le jeune homme aurait été déséquilibré et serait tombé sur les rails lors d'une intervention d'une équipe de sûreté et aurait alors été percuté par un train qui arrivait à quai. Le truc, c'est que d'autres médias, comme France 3 Régions, parlent plutôt d'une altercation entre la victime et l'équipe de sûreté. Plusieurs vidéos de témoins très choqués ont également été publiées sur les réseaux sociaux. Un agent de la RATP a été placé en garde à vue peu après en lien avec cet accident. Selon France Info, une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Cette enquête sera doublée d'une enquête interne de la RATP pour clarifier les circonstances du drame. On continuera de vous tenir informé sur ce sujet. On termine avec cette actu et c'est une bonne nouvelle pour terminer la semaine. Un traitement contre la maladie d'Alzheimer a été approuvé ce jeudi par l'Agence européenne des médicaments après avoir été refusé en juillet. Alzheimer, c'est une maladie dégénérative qui affecte les neurones et qui crée des pertes de mémoire, mais qui peut aussi aller jusqu'à une perte d'autonomie sur les gestes du quotidien, comme parler ou le fait de s'habiller et de se nourrir par exemple. En France, on estime que 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Concrètement, ce nouveau médicament, le Leqembi, qui est déjà autorisé en Chine, au Japon et aux États-Unis, devrait pouvoir ralentir le développement de la maladie sans la soigner complètement. Il sera donc réservé aux personnes dont le stade de maladie est encore léger. Merci beaucoup Morgane pour ces actualités en bref, et c'est tout du coup pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ce week-end, vous le savez, pour suivre les actualités, ça se passe directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit du coup à lundi pour le retour de ce format.